Il y avait des noms qu'elle refusait de prononcer. Même dans le calme de ces dernières années, Tina Turner n'a jamais pardonné à ceux qui avaient franchi une ligne trop profonde pour être oubliés. Dans un monde qui la voyait comme inébranlable, elle portait en silence une liste privée. 6 musiciens jadis admirés en qui elle avait eu confiance, ou pire, qu'elle avait aimé. Mais pour Tina, la trahison n'était pas qu'une affaire personnelle. Elle devenait définitive. Ike Turner, la première et la plus profonde blessure. Avant que Tina Turner ne devienne une icône mondiale, avant les ovations debout, les disques vendus à des millions d'exemplaires et les arènes pleines à craquer, elle était simplement Anna Mae Bullock, une adolescente du village rural de Nutbush dans le Tennessee. Sa voix était brute, puissante, non façonnée, mais elle portait déjà quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne pouvait ignorer. Cette voix allait un jour changer l'histoire de la musique, mais d'abord, elle allait servir à survivre. Elle rencontra Ike Turner en 1957 au club Manhattan à East St. Louis. Il était déjà un chef d'orchestre respecté, réputé pour fabriquer des stars dans l'ombre. Elle n'était qu'une adolescente dans la foule. Mais lorsqu'elle s'empara d'un micro pendant une pause et chanta un blues, il la remarqua. Il l'invita à rejoindre son groupe, les Kings of Rhythm. C'est lui qui lui donna son nouveau nom, Tina Turner, et commença à la propulser comme la figure de proue de leur formation. Au début, l'opportunité ressemblait à un salut. Tina était jeune, talentueuse et avide de réussir. Le monde, des scènes, des disques, la télévision. Ils commencèrent à enregistrer ensemble et rencontrèrent très vite le succès. Leur single de 1960, A Fool in Love, fut un tube. Et durant la décennie suivante, le Ike et Tina Turner revus devint l'un des groupes les plus électrisants du pays. Avec des titres comme River Deep Mountain High et Prumari, ils tournèrent sans relâche, donnant plus de 250 concerts par an. Mais derrière les voix puissantes et les chorégraphies millimétrées se cachait une vérité bien plus sombre que Tina a gardée secrète pendant des années. Le partenariat professionnel s'était rapidement transformé en relation personnelle. Ils se marièrent en 1962. Mais selon Tina, ce mariage n'avait rien de romantique. C'était une cérémonie bâclée à Tijuana, suivie d'une nuit humiliante dans un bordel, une expérience qu'elle n'a rendue publique que bien plus tard. Leur mariage n'était pas fondé sur l'amour, il reposait sur le contrôle. Ike gérait chaque aspect de la vie de Tina, son nom de scène, qu'il avait légalement déposé afin de pouvoir la remplacer si elle partait, son argent, ses costumes, son emploi du temps. Il était violent, paranoïaque et dépendant à la cocaïne. Il la battait avec tout ce qui lui tombait sous la main, cintre, chaussures, poings. Un jour, il lui jeta du café brûlant au visage, provoquant des brûlures. Il la violait après les coups et l'emprisonnait psychologiquement par des insultes, des menaces et des humiliations constantes. Il lui répétait sans cesse qu'elle ne valait rien, que personne d'autre ne voudrait d'elle. Et elle le croyait. Pendant un temps, elle chantait avec des côtes cassées, cachait ses bleus sous du maquillage, portait des perruques pour dissimuler les dégâts. En coulisses, elle était seule. Sur scène, elle était électrique. Portée par l'adrénaline, la peur et l'instinct de survie. Ce n'était pas de la force, disait son assistante Rhonda Graham. C'était un traumatisme déguisé en paillettes. En 1968, après une période particulièrement violente et une immense fatigue mentale, Tina tenta de se suicider en avalant des somnifères. Elle survécut de justesse et continua. Mais la fissure dans l'illusion était désormais ouverte. Enfin, en juillet 1976, lors d'une tournée à Dallas, tout s'effondra. Après une énième agression dans leur limousine, Tina s'enfuit. En sueur, vêtue d'un simple tailleur blanc, elle traversa une autoroute et entra à pieds nus dans un hôtel voisin. Elle n'avait que 36 cents et une carte d'essence. Elle s'enregistra sous un faux nom et disparut du monde d'Ike. Ce qui suivit fut un cauchemar juridique et financier. Tina n'avait ni argent, ni avocat, ni droit sur leur carrière commune. Mais au tribunal, elle ne demanda qu'une seule chose, son nom. « Je l'ai mérité », déclara-t-elle au juge. Elle renonça à toutes les royalties, au studio d'enregistrement, aux biens. Elle recommença à zéro, chantant dans de petites salles, vivant grâce aux bons alimentaires, portant seule son traumatisme. Pendant des années, Tina refusa de parler publiquement des abus. Lorsqu'elle raconta enfin son histoire dans son autobiographie de 1986, Tina, le monde fut bouleversé. Mais elle n'écrivait pas par vengeance, elle écrivait pour se libérer. Ike Turner mourut en 2007. Tina n'assista pas aux funérailles.
Un porte-parole déclara simplement « Elle n'a eu aucun contact avec lui depuis plus de 30 ans ». Aucun autre commentaire. Ce silence en disait plus que n'importe quel discours. Ike Turner n'était pas seulement son premier bourreau. Il était la raison pour laquelle elle était devenue indestructible et la seule personne qu'elle ne put jamais pardonner. Elton John, l'affrontement qui ne pouvait pas être caché. Dans le monde de la musique, certaines collaborations semblent écrites d'avance. Tina Turner et Elton John, deux titans de la scène, du charisme et du talent brut, étaient censés briller ensemble. Tous deux avaient redéfini ce que signifiait être un artiste en live. Tous deux avaient survécu aux tempêtes, brisé les frontières et tenu bon dans une industrie impitoyable. Alors, lorsqu'un concert télévisé marquant le passage au nouveau millénaire proposa une collaboration entre eux, la réaction fut unanime, ce serait historique. Mais toutes les scènes ne sont pas faites pour l'harmonie et toutes les légendes ne jouent pas selon les mêmes règles. En 1999, Tina avait 60 ans et était toujours inarrêtable. Sa tournée et 24/7 allait devenir la plus lucrative de l'année. Elton, lui aussi, était en pleine renaissance, remplissant des arènes, poursuivant son héritage en tant que l'un des artistes les plus flamboyants et respectés du monde. L'idée était de les réunir pour un duo spécial dans le cadre d'un grand concert télévisé célébrant le nouveau millénaire. Mais en coulisses, la collaboration commença à se fissurer bien avant que les caméras ne tournent. Tina avait toujours été reconnue pour sa discipline. Elle attendait professionnalisme, précision et respect mutuel à chaque répétition. Elle avait traversé trop d'épreuves pour tolérer moins. Elton, malgré son génie, avait un autre rythme, plus relâché, plus improvisé, entouré d'un entourage peu habitué à entendre non. Leur répétition devint un champ de bataille. Selon une choriste présente à la séance, Tina interrompit le groupe en plein morceau lors d'une des premières répétitions. Le tempo n'était pas bon, les transitions manquaient de fluidité et, surtout, Elton n'était pas pleinement impliqué. Elle s'adressa directement à lui, « Il faut qu'on resserre ça ». Son ton n'était pas agressif, juste clair. Mais Elton explosa. Il l'accusa d'agir comme un sergent instructeur, d'être trop autoritaire, trop rigide. Il aurait déclaré, « Elle est impossible à côtoyer ». La pièce devint silencieuse. Puis vinrent les cris, les portes claquaient. À un moment, un pied de micro fut renversé et brisé au sol. Ils terminèrent la répétition quelques jours plus tard, mais le mal était fait. La chimie ne revint jamais. Sur scène, ils souriaient, mais leurs regards ne se croisaient jamais. Chaque geste était chorégraphié, chaque mot répété. Ce n'était qu'une performance, rien de plus. Elton parla plus tard de l'expérience à la radio. Lorsqu'on lui demanda comment c'était de travailler avec Tina, il rit à moitié et la qualifia de difficile. Mais Tina ne dit rien publiquement, ni en interview, ni dans ses livres, même lorsque les journalistes la questionnèrent des années plus tard. Son silence, comme toujours, en disait bien plus qu'un gros titre. Ceux qui la connaissaient savaient ce qu'elle pensait réellement. Mais elle le trouvait brillant mais fragile, confia un ami de longue date. Elle respectait son talent mais pensait qu'il laissait son ego saboter sa grandeur. Pour elle, l'art c'était du feu et de la concentration, pas du clinquant et des caprices. Ce n'était pas la tension qui dérangeait Tina, c'était le manque de respect. Après tout ce qu'elle avait surmonté Wick, l'industrie, le racisme et le sexisme, elle avait gagné le droit d'être prise au sérieux. Pas idolâtrée, pas adulée, juste respectée. Et quand Elton ne répondit pas à cette attente, la porte se referma discrètement. Elle ne retravailla jamais avec lui, ne reparla jamais de lui. Pour Tina Turner, ce n'était pas une rancune, c'était de la survie. Madonna, l'inspiration sans le respect. Au milieu des années 1980, Tina Turner avait accompli l'impossible. Elle avait reconstruit sa carrière à partir de rien, sans manager, sans mari, sans maison de disques pour lui dicter qui elle devait être. À 44 ans, elle sortait A Private Dancer, un album qui se vendit à plus de 10 millions d'exemplaires et donna naissance à une série de tubes, What Has Love Got to Do With It, Better Be Good to Me, Private Dancer. Ce n'était pas juste un retour, c'était une réécriture de l'histoire. Mais alors que Tina consolidait sa légende, une voix plus jeune s'élevait, plus bruyante, plus provocante, sans aucune excuse. Madonna n'était pas qu'une pop star, c'était une tornade et les médias adoraient la comparaison. Elle portait du cuir, elle dansait sans retenue, elle arpentait la scène comme si elle en était la propriétaire. Les critiques disaient qu'elle suivait les traces de Tina Turner. Les fans l'appelaient la nouvelle reine de la pop. Mais en coulisses,
Tina n'acceptait pas cette étiquette, car pour elle, Madonna ne marchait pas dans ses pas. Elle les piétinait en ignorant celle qui avait ouvert la voie. Tina ne craignait pas l'imitation. Ce qu'elle ne supportait pas, c'était l'effacement. Dans des interviews à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Madonna lança des commentaires subtils mais piquants sur les artistes déconnectés, hors d'âge ou incapables de suivre. Elle ne cita jamais Tina, mais le timing ne laissait aucun doute. Tina, alors dans la quarantaine avancée, figurait encore dans les charts, remplissait les salles, dansait en talons pendant 2 heures sans faiblir. Elle ne disparaissait pas. Elle élevait la norme. Et pourtant, le message du camp Madonna était clair, il est temps de laisser la place. En 1992, elles furent toutes deux invitées à une soirée de gala. Un événement en smoking plein de journalistes, de producteurs et de figures royales de l'industrie. Madonna arriva déguisée, entourée de caméras. Tina arriva plus tard, élégante mais distante, parfaitement consciente des gros titres à venir. Elles ne se parlèrent pas, aucun sourire, même pas un hochement de tête. Un journaliste nota à quel point les organisateurs avaient pris soin de les asseoir loin l'une de l'autre. Un autre murmura que Tina avait spécifiquement demandé aucune interaction. Lorsqu'on lui demanda plus tard si elles avaient envisagé une collaboration, Tina répondit simplement « Nous faisons des choses différentes, rien d'autre ». Pas de querelle, pas de rumeur, juste un silence tranchant, clair, définitif. Mais ce n'était pas une affaire de personnalité, c'était une question de principe. Tina Turner s'était battue pour redéfinir ce que pouvait être une femme dans la musique. Elle n'était pas devenue star à 20 ans, elle était devenue légende à 40. Elle avait prouvé que le pouvoir ne s'éteint pas avec l'âge, que la sensualité ne se périme pas, que survivre peut être magnifique. Et quand elle vit une star plus jeune rejeter ce message, ce n'était pas seulement blessant. C'était un affront à tout ce pourquoi elle s'était saignée. C'est elle qui a ouvert la voie, déclara un ancien musicien. Et elle s'attendait à ce que les gens le sachent, pas à ce qu'on l'adore, juste à ce qu'on le reconnaisse. Au fil des années, Madonna tenta vaguement de reconnaître son influence, mais Tina ne s'en aperçut jamais. Elle ne jouait pas aux fausses alliances, pas de selfie public, pas de poignée de main pour les caméras. Pour elle, le respect ne se gagne pas par un titre de presse. Il se donne quand ça compte. Et quand ce n'était pas le cas, elle tournait la page sans jamais se retourner. David Bowie, quand l'admiration se changea en glace. Tina Turner n'idolâtrait pas grand monde. Après tout ce qu'elle avait traversé, les années d'adoration publique mêlées à l'humiliation privée, les nuits où elle chantait avec des côtes fracturées, où elle souriait après la violence, l'admiration n'était pas quelque chose qu'elle offrait à la légère. Mais en David Bowie, elle voyait autre chose. Un esprit frère peut-être, un artiste intrépide, sans étiquette, en constante évolution, un homme qui brisait les règles et survivait aux représailles. Elle respectait cela. Elle le respectait, lui. Au début des années 1980, alors que Tina préparait son incroyable retour avec le Private Dancer, elle et Bowie fréquentaient souvent les mêmes cercles. Tous deux travaillaient avec Capitol Records. Tous deux étaient vus comme des rebelles. Bowie par ses réinventions, Tina par sa renaissance. Une collaboration entre semblait non seulement possible mais inévitable. Les producteurs en parlaient à voix basse. Les managers proposaient des idées. La presse spéculait. Bowie lui-même faisait l'éloge de Tina en interview, la qualifiant de l'une des voix les plus captivantes du rock. Tina était ouverte à l'idée. Elle faisait confiance à son talent. Elle pensait qu'il comprenait ce que signifiait survivre dans une industrie qui broyait et effaçait des gens comme elle. Puis vint 1983. Cette année-là, lors d'une soirée privée de l'industrie à Londres organisée par un grand cadre de maison de disques, Tina et David se retrouvèrent dans la même pièce. Cela aurait dû être une rencontre d'esprit. Ce fut plutôt une rupture silencieuse. Selon un ancien cadre de Capitol Records présent ce soir-là, Bowie buvait déjà. Il était charmant, bruyant, entouré d'admirateurs. La conversation dériva vers l'image, la célébrité et le prix du succès. Puis il fit une blague. Il fit allusion au passé de Tina avec Ike, sa blessure la plus intime, la plus douloureuse, et rit en disant quelque chose comme « Eh bien, ça forge le caractère, non ?» Tina se trouvait à seulement quelques mètres. Elle ne cria pas, elle ne le confronta pas, elle ne prononça même pas un mot. Elle se contenta de sourire, ce sourire poli et crispé qui cachait bien plus qu'il ne montrait, et quitta la pièce. Ce soir-là, elle prit une décision.
Elle ne répondit plus jamais à ses appels, confirma plus tard un collaborateur. Ouais, elle n'a pas crié, elle n'a pas explosé, elle a juste décidé, c'est fini. Dans les années suivantes, l'équipe de Bowie insista. On proposa des concepts, des sessions studio, mais Tina refusa systématiquement. Lorsqu'un producteur tenta de la faire changer d'avis, sa réponse fut brève et définitive, ce n'est pas prévu. Ne me reposez jamais la question. Elle ne parla jamais publiquement de l'incident, ni en interview, ni dans ses livres. Mais ceux qui la connaissaient savaient que ce silence était intentionnel. Pour Tina, ce que Bowie avait fait n'était pas une simple remarque déplacée. C'était une trahison, une piqûre de rappel que même ceux qu'on admire, même ceux qui, comme elle, avaient survécu, pouvaient réduire votre douleur à une blague d'une seule phrase. Elle avait survécu à l'industrie, à ceux qui la disaient finie. Et à travers tout cela, elle avait conservé sa dignité. Mais ce soir-là, Bowie avait transformé son traumatisme en punchline. Et pour Tina Turner, il n'y avait pas de retour possible après ça. Le pardon n'était pas un automatisme pour elle, il se méritait. Et en 1983, David Bowie le perdit en 5 secondes. Aretha Franklin, une sororité qui n'a jamais existé. Dans l'univers de la soul, deux noms dominaient tout, Tina Turner et Aretha Franklin. Deux puissances vocales, deux icônes, pendant des décennies, deux femmes couronnées par le monde, la reine du rock and roll et la reine de la soul. Mais derrière les couronnes se cachait une tension sourde. Jamais scandaleuse, jamais explosive, mais toujours là. Il n'y eut ni cri en coulisses, ni drame public. Juste un silence, froid, calculé et persistant. Leur carrière avait toujours évolué en parallèle. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Aretha régnait sur les charts gorgés de gospel tandis que Tina, avec Ike et Tina Turner revue, électrisait les scènes avec son énergie brute et son style inclassable. Toutes deux avaient brisé les attentes sur ce que les femmes noires pouvaient accomplir dans l'industrie musicale. Toutes deux avaient grandi dans un monde qui ne voulait couronner qu'une seule reine. Mais lorsque Tina commença à s'émanciper de l'ombre d'Ike Turner pour affirmer sa carrière solo, une ligne se traça silencieusement. Les murmures d'un conflit s'amplifièrent en coulisses. Pour certains, c'était inévitable. Deux reines ne partagent pas un trône. Pour d'autres, c'était personnel. Selon plusieurs sources, tout aurait commencé lors d'une répétition pour une cérémonie de remise de prix à New York en 1971. Les deux femmes figuraient sur le même programme. L'ambiance était tendue. Personne ne savait qui clôturerait la soirée. Pendant une pause, Aretha aurait dit à un collègue à propos de Tina, elle crie. « Moi, je chante. » La phrase ne fut jamais imprimée dans les magazines, mais elle voyagea des loges au bus de tournée, des studios aux coulisses. Tina l'entendit et elle ne l'oublia jamais. Elle ne répondit pas publiquement. Elle ne se défendit pas en interview. Ce n'était pas son style. À la place, elle laissa ses performances parler pour elle. Chaque standing ovation, chaque salle comble, chaque show télévisé, c'était sa réplique. En 1983, des producteurs proposèrent un duo aux Grammy Awards entre les deux chanteuses. Aretha accepta, Tina refusa sans déclaration, sans explication, juste un refus silencieux. Ceux qui la connaissaient savaient. Elle ne voyait pas l'intérêt de faire semblant d'embrasser une femme qui un jour avait réduit son art. Au fil des ans, leurs chemins se croisèrent. Galas, concerts caritatifs, cérémonies de l'industrie, mais elles n'échangèrent jamais réellement. Pas de loge partagée, pas de performance conjointe, rien au-delà des politesses les plus formelles. Pour le public, cela ressemblait à un respect mutuel. Mais pour ceux qui connaissaient Tina, c'était bien plus glacial. Elle n'a jamais considéré Aretha comme une amie, confia une ancienne assistante. Il y avait du respect, oui, pour son talent, pour son héritage, mais aucune chaleur. Tina ne faisait pas semblant de créer une sororité. Quand Aretha Franklin mourut en 2018, les hommages affluèrent du monde entier. Tina publia un bref communiqué, la qualifiant de l'une des véritables grandes et saluant sa contribution à la musique soul. Mais elle ne l'appela pas sa sœur. Elle ne mentionna aucun souvenir personnel. C'était professionnel, poli, distant. Car pour Tina, la loyauté n'était pas optionnelle. Et une fois la ligne franchie, une fois sa valeur remise en question, elle ne cherchait pas la confrontation. Elle effaçait la personne. La phrase « elle crie, moi je chante » devint légendaire dans le monde de la musique. Mais pour Tina Turner, elle devint autre chose. Une frontière.
Un point final. Phil Spector, le silence qui ne s'est jamais brisé. Certaines trahisons ne s'accompagnent ni d'insultes ni de cris. Elles s'annoncent dans le silence. Et pour Tina Turner, le silence était souvent la douleur la plus bruyante. C'est ainsi que ce fut avec Phil Spector. En 1977, Tina traversait l'un des moments les plus fragiles, mais aussi les plus cruciaux, de sa carrière. Elle avait quitté Ick, elle était enfin libre, mais elle était aussi ruinée, boycottée et à peine capable de survivre. Elle n'avait plus que son nom, aucun droit d'auteur, aucun soutien de label, aucune équipe de management et très peu d'amis encore prêts à miser sur une femme que l'industrie croyait finie. Puis un jour, le téléphone sonna. Phil Spector, le producteur aussi génial qu'instable, architecte du célèbre Wall of Sound, s'était intéressé à elle. Il déclara que Tina était la seule voix féminine assez puissante pour chanter le rock comme il devait être chanté. Pour Tina, ce n'était pas qu'un compliment, c'était une bouée d'espoir. Spector lui promit un album complet, liberté créative, accès aux meilleurs musiciens, aux meilleurs ingénieurs, contrôle total sur sa musique. Il réserva un studio à Los Angeles. Les répétitions commencèrent. Des maquettes furent enregistrées. Tina, perfectionniste jusqu'au bout des ongles, entraîna sa voix comme une arme, prête à faire de ce projet son véritable retour. Elle demanda à son équipe de libérer tout son calendrier. Elle réorganisa tout. Elle y croyait. Mais aussi soudainement que l'opportunité était apparue, elle disparut. Aucun appel, aucune annulation officielle, aucune explication. Un jour, les sessions progressaient. Le lendemain, Phil Spector s'était volatilisé. Les jours devinrent des semaines. Le manager de Tina tenta de le contacter sans réponse. Le temps de studio fut annulé. Les musiciens furent renvoyés chez eux. Finalement, l'information se propagea à voix basse dans le milieu. Spector avait décidé d'enregistrer avec Ronnie Spector, son ex-femme. Le projet avec Tina était mort. Pas reporté, pas reprogrammé. Juste mort. Tina fut humiliée. Elle avait tout misé sur ce projet, s'était préparée de toutes ses forces, avait placé sa confiance en un homme au passé instable parce qu'il lui avait offert quelque chose de rare, du respect. Et en retour, elle n'obtint rien. Mais elle ne s'est pas mise en colère, raconta un ingénieur du son présent lors des premières sessions. Mais elle n'a rien cassé, mais je me souviens très bien du moment où elle a compris que c'était fini. Elle est restée figée, a regardé autour d'elle et a simplement dit, ça n'arrivera plus jamais. Et effectivement, cela ne se reproduisit jamais. Dans les années suivantes, les journalistes lui posèrent parfois des questions sur Phil Spector. Elle n'en parla jamais longuement. Parfois, elle se contentait d'un sourire crispé, d'un haussement d'épaule ou d'un simple mot. Le plus souvent, elle ne disait rien du tout. Pour Tina, ce silence n'était pas une fuite, c'était un rejet. Spector avait franchi une ligne qu'elle évoquait rarement, mais qu'elle appliquait toujours, ne jamais gaspiller son temps. Après tout ce qu'elle avait enduré, les abus, les trahisons, la reconstruction, son temps n'était pas seulement précieux, il était sacré. Et Phil Spector l'avait jeté à la poubelle sans le moindre égard. Même lorsque sa carrière explosa à nouveau dans les années 1980, elle ne mentionna jamais son nom, ni dans les livrets de ses albums, ni dans ses mémoires, ni dans ses interviews. Et lorsque le nom de Spector refit surface dans les années 2000, cette fois en lien avec le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, Tina ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Tina Turner n'avait pas de liste noire officielle, mais ceux qui la connaissaient savaient. Elle n'avait pas besoin de faire la une pour faire passer un message. Elle avançait dans le silence, avec dignité, et sans jamais se retourner. Et vous, laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner pour d'autres récits sur les légendes qui ont changé la musique à jamais.